Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo du lundi 13 juillet 2020. Et pour commenter et analyser l'actualité qui commence l'actualité estivale du secteur IT, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence cette semaine par passer en bref comme d'habitude l'actualité. Et on commence par Amazon Web Services, AWS en bon français, qui vient de lancer un outil qui s'appelle CodeGuru. Et comme son nom l'indique, peut-être permet de vérifier, grâce à l'IA, la qualité du code produit par les développeurs. Donc oui. Finalement, on n'a plus avoir besoin de développeurs. Alors effectivement, comme son nom l'indique à moitié, je dirais. C'est une solution qui est proposée en deux parties. Il y a une partie reviewer et une partie profiler. Donc la partie reviewer, en fait, c'est ça. En gros, c'est pour corriger les bugs. Donc ça veut dire que dès que votre programme il est déployé sur un repository comme GitHub par exemple, ça peut être AWS, ça peut être c'est le GitHub de votre choix. À ce moment-là, vous pouvez lancer l'outil qui scanne le code et qui vous détecte les bugs potentiels. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, alors évidemment, les deux solutions d'ailleurs bénéficient du développement d'AWS depuis 15 ans, depuis le début. Ils parlent de 30 000 applications donc, en code open source, donc ça fait quand même... Un peu de background, oui. Voilà. Et puis le deuxième, donc, c'est CodeGuru Profiler. Et alors celui-là, c'est pour plutôt gérer la performance. Et donc on comprend bien que là, pour le coup, c'est du code qui est attenant ou déployé sur AWS. Oui. AWS, ça est... C'est pas les tests encore chez Azure. Voilà, pas encore. Alors peut-être qu'il y aura des versions. En fait, possible, mais en tout cas, pour l'instant, c'est là. Et donc, les deux ont un mode de tarification à la ligne. Donc, alors, évidemment, ça ne dit pas grand-chose, parce que quand on regarde, pour le premier, je crois que c'est 0,75 $ pour 100 lignes de code. Bon, ça veut dire quoi? Oui, il y a combien de lignes de code dans un programme? Important, c'est de savoir. Mais en tout cas, je pense que c'est une démarche qui est intéressante dans la mesure où on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle pour améliorer les applications et leur utilisation du point de vue de l'utilisateur. Là, c'est l'intelligence artificielle appliquée au développement des applications. Et c'est certainement un domaine qui va être amené à se développer dans les... Les mois ou les années à venir. D'ailleurs, Amazon n'est pas le seul sur le créneau, si je puis dire, parce qu'on a une start-up qui s'appelle Ponycode, le nom est assez curieux d'ailleurs, qui lance lui un outil de test. C'est ça, toujours pareil, basé sur l'IA et qui est probablement encore en phase bêta. Exactement. Donc là, l'objectif il est un petit peu différent. Alors peut-être déjà commencer par présenter Ponycode. C'est une start-up toute récente qui a été créée par Patrick Joubert qui avait déjà lancé plusieurs startups revendues à Steria puis à SAP et puis qui continue donc sur sa lancée. Et là, l'objectif avec Ponycode, c'est, je dirais, de faciliter ce qu'on appelle les tests unitaires. Donc en gros, pour simplifier, les tests unitaires, c'est imaginer que vous ayez un programme en 2 gros modules. L'idée, c'est de s'assurer que le premier module va fournir les résultats auxquels va s'attendre le deuxième module. Et prenons un exemple ultra basique. Imaginons que le premier module dise qu'il doit sortir 3 couleurs, le vert, le rouge et le bleu. S'il sort du jaune, le deuxième module, il ne saura pas quoi faire. Et donc les tests unitaires, c'est quand même, en général, c'est un vrai casse-tête qui demande, je dirais, pas mal de temps pour les développeurs. Une fois qu'ils ont développé l'application, c'est quasiment autant de temps pour développer ces tests-là. Et donc là, c'est pareil, pour le coup, c'est une start-up qui propose de l'intelligence artificielle pour optimiser cette phase de test unitaire qui est évidemment indispensable, mais qui n'est pas forcément toujours très passionnante pour tout le monde. Et non, effectivement. Et l'idée d'aller vers un peu plus d'automatisation, c'est sûr que ça ne peut que faciliter la vie des développeurs. Alors Guy, puisque vous parlez d'automatisation, vous faites la transition pour le sujet suivant, et on reste toujours finalement dans le domaine de l'open source, parce qu'on parle de Red Hat, qui rafraîchit ou met à jour,
privilégiera le verbe que l'on préfère, ces outils d'automatisation. Oui, alors c'est l'outil en fait Ansible Automation. Donc on parle d'automatisation de quoi? Eh bien du provisioning, on parle de la gestion des configurations, on parle de l'orchestration des workflows, on parle de la gestion des applications, et puis tout ce qui est la gestion du cycle de vie des applications. Et donc là, c'est Red Hat qui, j'irais, étoffe un peu cette solution d'automatisation en ajoutant, donc en améliorant la solution elle-même, en ajoutant ce qu'ils appellent des collections. Donc en gros, c'est des environnements pré-packagés pour lesquels cette solution peut permettre d'accélérer les choses. Donc 17 collections, et il y en avait, ce qui porte le total à une 50aine de collections. Donc on voit bien là encore que dans tout ce qui est gestion et administration des systèmes, automatisation va être désormais, enfin elle l'est déjà, mais de plus en plus le maître mot qui va permettre de faciliter la vie des administrateurs. Très bien. Alors on change complètement de sujet et d'univers. On parle d'un guide qui vient de sortir, je dirais le guide du déconfinement sans arnaque, qui est proposé par des gens très sérieux, la gendarmerie, la police nationale, la CNIL et l'ANSSI. Exactement, donc c'est les 4 acteurs. Donc on sait que l'ANSSI a déjà publié un certain nombre de documents qui sont très très utiles aux entreprises. Et donc là, c'est un document qui va arriver, je dirais, à point nommé, puisque l'idée, comme vous le disiez, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent sortir de manière sécurisée de cette période de crise qu'on a connue. Donc ça veut dire, bien c'est les ordres de virement sollicités qui ne correspondent à rien. Ça peut être le phishing, ça peut être le ransomware. Donc, je dirais les 4 acteurs que vous avez cités proposent un guide qui va permettre aux entreprises, je dirais, de sortir un peu de cette phase. Et on voit bien dans quelle mesure les 3 ou 4 derniers mois ont changé la vie des entreprises, puisque avec le télétravail, les gens ont travaillé depuis chez eux dans des configurations qui sont parfois pas tout à fait définies par la DSI. Donc, je dirais que c'est sans doute un document que les DSI vont pouvoir se procurer pour faire un peu le point et préparer. Bon, alors peut-être pas tout de suite, ils vont avoir quelques semaines puisqu'on arrive en vacances, mais en tout cas préparer la rentrée de septembre avec des éléments. Les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, les bonnes pratiques. Je crois que l'ANSSI parle d'hygiène informatique pour la sécurité. On peut étendre le propos jusqu'à, je dirais, l'utilisation des systèmes informatiques. Alors on passe encore à un autre sujet, un sujet malheureusement récurrent, celui de l'absence des femmes dans le secteur. Alors justement, là on profite de l'occasion de 2 nominations pour en parler. D'une part, au niveau du Césin, avec la reconduction de la RSSI du groupe LVMH en tant que présidente du Césin. Je crois que c'était une des premières nominations. Oui, et puis l'April. Et l'April, qui a nommé une femme aussi. Voilà, alors on va les reprendre dans l'ordre que vous avez donné. Donc c'est Mylène Jarosset qui était déjà présidente du Césin et qui a été reconduite, comme vous l'avez dit, qui est RSSI du groupe LVMH et comme vous le disiez, pour le souligner un petit peu plus, je crois qu'on recense à peu près 5% des femmes chez les RSSI. Donc c'est quand même très... On voit bien dans l'IT en général, c'est relativement faible. Dans les RSSI, c'est encore plus faible. Donc 5%, c'est pas beaucoup. Donc RSSI d'LVMH, et puis elle avait travaillé précédemment à la DSI de l'Institut Curie. Donc je dirais qu'elle a une expérience dans le domaine de l'informatique assez longue. Et puis la deuxième, donc là, c'est la présidente de l'April qui a été nommée pour la première fois, Véronique Bonnet, qui, elle, a un profil assez différent puisqu'elle est agrégée de philosophie. Donc on rappelle, l'April, c'est une association qui a été créée en 1996, qui revendique à peu près 4000 adhérents, donc à la fois des entreprises et puis des particuliers, et qui, je dirais, fait la promotion de l'utilisation, de la bonne utilisation du logiciel libre. Sous toutes ses facettes. Et donc le fait d'avoir, je dirais, nommé une agrégée de philosophie, c'est pas neutre. C'est-à-dire que en gros, on est
Et au-delà des problématiques techniques de logiciels libres, mais c'est plutôt dans l'ordre de la philosophie, l'utilisation, la bonne utilisation de l'informatique à tous les niveaux, avec la protection des données personnelles, toutes ces choses-là. Donc, deux nominations intéressantes. Et puis, j'en ajouterai peut-être une troisième, avec Elisabeth Moreno, qui alors, elle, vient de l'informatique, hein, puisqu'elle a été chez Dell, puis elle a été patronne de Lenovo France, puis après elle a été responsable de la zone Afrique pour HP, et qui entre au gouvernement en tant que ministre délégué à l'égalité hommes-femmes et à la diversité. Donc c'était, je dirais que là pour le coup, c'est en gros l'informatique a été un tremplin pour faire autre chose. Donc ça mérite d'être signalé pour tous les gens qui se disent ah mais si j'entre dans l'informatique je vais être bloqué à tout jamais. Ben non, vous voyez, on peut devenir ministre. On peut en sortir. Très bien. Alors Guy, le sujet de la semaine, hein, le dossier de la semaine, c'est une étude d'IDC hein, qui est assez intéressante parce qu'elle montre que d'après IDC, en 2020, les défenses sur le cloud vont dépasser les défenses sur site, alors on-premise en anglais, ce qui est quand même évidemment une première. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir, hein, exactement. On parle du cloud déjà depuis on dit une dizaine d'années, d'une manière assez récurrente. Donc là, comme vous le disiez, ce sera la première année où les dépenses d'infrastructure pour le cloud seront supérieures au data center des entreprises. Alors, si on regarde les chiffres donc ça c'est les projections d'IDC pour 2020. Si on regarde les chiffres réels au premier trimestre, en fait, on a les dépenses d'infrastructure cloud qui sont en augmentation de 2%. Donc on se dit, bon, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Mais en fait, si on regarde aussi les dépenses d'infrastructure pour les data centers, on est à moins 16%. Donc en fait, il faut resituer l'époque du premier trimestre au vu de la crise qu'on a connue. Et maintenant, juste en donnant deux chiffres, donc pour l'année, IDC prévoit que ces dépenses seront de l'ordre de 70 milliards de dollars et représenteront 54% de l'ensemble des dépenses informatiques cloud des data centers. Donc on parle des serveurs, systèmes de stockage, commutateurs Ethernet, enfin les trois composantes essentielles. Et ça en 2024, donc ça évolue très vite puisqu'on serait au-delà des 100 milliards et ça représenterait 63%. Donc vous voyez qu'en l'espace de 4 ans, il y a encore une avancée de 7-8 points. Donc ça veut dire que ça évolue quand même très rapidement. Alors là, on est en flux. Il faut comparer le flux et le stock. En stock, évidemment, ça veut dire que finalement, on parle beaucoup de cloud, mais les data centers existent encore pour quelques années et ça ne va pas se changer du jour au lendemain. Il y a évidemment un temps de latence important avant que... alors, en plus, il y a quelques années, on disait on sera au 100% cloud. On a bien compris aujourd'hui qu'on était dans une idée un peu différente où il y aura à la fois des data centers pour les entreprises qui garderont certaines données peut-être sur le data center, et puis des clouds multiples. Et puis on a le fameux Edge qui en plus... et le Edge, effectivement... Qui risque de compliquer encore un peu complique encore un tout peu le jeu. Exactement. Ensuite, en 2021, pour résultats des projections, vérifier si les résultats des projections d'IDC sont les bonnes. En attendant, je propose qu'on conclue sur notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors, je ne sais pas s'il faut le positionner coup de cœur, coup de gueule, ou... C'est en tout cas l'annonce par la RATP de la fin de la couverture, enfin, pas de la fin, de la couverture effective du métro en 4G, donc la fin du chantier, de la couverture du métro en 4G. Alors, exactement. J'allais dire enfin. Voilà, donc c'est pas un coup de gueule, ça serait quand même malvenu. C'est une opération qui... peut paraître relativement simple. Enfin, elle a pris quand même 5 ans. Et donc, comme vous le disiez, sur le métro parisien, il y a une couverture à 100% de la 4G, quel que soit l'opérateur, évidemment, que vous ayez retenu. Il faut quand même dire que l'infrastructure du métro, elle est plus que centenaire, donc c'est pas tout jeune. C'est parfois dans des conditions qui sont un petit peu compliquées. Donc ça a nécessité le déploiement de plus de 300 km de câbles, 3000 stations, parfois dans des conditions environnementales de climatisation qui sont peut-être pas optimales. Donc on comprend que ça n'est pas pu se faire comme ça d'un claquement de doigts. Et donc on sera relativement satisfait
satisfait lorsque maintenant, en passant d'une ligne à une autre, on aura toujours la couverture 4G à 100% et on ne devra pas attendre la prochaine ligne pour avoir cette couverture. Donc c'était quelque chose qui était intéressant à mentionner et donc on peut dire, bravo, d'une certaine manière, bravo à la RATP. Très bien, on n'attend plus que la 5G maintenant, mais je pense que ce sera encore une autre histoire. Maintenant, il dit merci de votre présence aujourd'hui sur le plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était tout simplement la dernière émission avant la période estivale, donc chacun prend un peu ses quartiers d'été. Et je vous propose de nous retrouver non pas la semaine prochaine, mais à la rentrée, pour une nouvelle édition d'Informatic News Edo. En attendant, évidemment, n'hésitez pas à suivre l'actualité du secteur IT sur notre site Informatic News. Nous serons évidemment là, présents pendant tout l'été, pour vous permettre de savoir ce qui se passe. Et on profitera aussi de cette période de calme pour revenir sur les grands événements du premier semestre. Voilà, en tout cas, pour celles et ceux d'entre vous qui partent en vacances, très belles vacances. Et je vous propose de nous retrouver à la rentrée pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. Merci, à bientôt.